Chers téléspectateurs, bonjour. L'année 2017 commence dans des conditions dramatiques avec la survenance, l'espace de 3 semaines, de 6 meurtres en Guadeloupe. C'est dans ce contexte que nous nous sommes rendus au collège Nestor de Kermadec situé au quartier Carénage à Pointe-à-Pitre. Ce quartier est connu des Guadeloupéens. Ce collège, situé dans une zone d'éducation prioritaire, aujourd'hui appelé Réseau d'éducation populaire renforcé, regroupe des élèves aux origines les plus diverses. Haïtiens, dominiquais, dominicains, ces élèves viennent des quartiers environnants défavorisés et n'ont pas eu comme langue maternelle le français. Ils ont en commun d'être issus des familles les plus défavorisées du département et vivent dans un environnement pour le moins difficile. Exposés à toutes les tentations, drogue, délinquance, prostitution, on pouvait penser que leur avenir est tout tracé. La rue ou rien. No future. Et pourtant, le collège Nestor de Kermadec, dans cet environnement difficile, est un îlot d'espoir dans une mer de désespérance sociale. Il y a dans ce collège une équipe pédagogique extraordinaire, dévouée à la réussite de leurs élèves et engagée avec ferveur dans ce sacerdoce et qui œuvre sans relâche à donner à ces enfants des milieux défavorisés des raisons d'espérer et d'accéder à un avenir autre que celui de la rue et de la délinquance. Madame Belair, principale du collège Kermadec, et son équipe pédagogique se dévouent à donner à ces enfants les moyens de s'en sortir. Et leur mission n'est pas aisée. Ces enfants arrivent, pour quelques-uns d'entre eux, sans connaissance des bases de la langue française. Ils ont en commun d'être issus des milieux défavorisés. 80% des élèves sont boursiers dans ce collège. L'école est la seule porte de sortie pour eux de la condition sociale de leurs parents. Le taux de réussite dans ce collège était de 30% seulement au brevet en 2011. L'équipe pédagogique, avec un dévouement exemplaire qu'il faut saluer, réussit à relever le taux de réussite à cet examen à 60-70% en moins de 4 ans. L'objectif qu'elle se fixe étant d'amener ce taux à 85% dans les prochaines années. J'ai cru entendre dire qu'il y avait un parcours d'excellence ici. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui, nous avons à Nestor de Kermadec des parcours d'excellence pour nos élèves. On commencera d'abord par le PEI, c'est-à-dire le parcours, en fait, le programme intégré Sciences Po Lille, où nos élèves, chaque année, depuis 2 ans, ont gagné en fait le prix du dossier. Ce sont des élèves qui travaillent les matières générales avec un professeur, Madame Franciette, qui est chargée de piloter ce projet. Et ce projet, c'est pour intégrer en fait les grandes écoles. Et nos élèves qui sont en 3e, nos meilleurs élèves, participent à ce concours. Et c'est un concours de très haut niveau. Nous avons l'année dernière une élève particulièrement, qui a été prise dans le dispositif Envol. Un dispositif Envol qui est un dispositif de la Poste. Cet élève a été parrainé durant toute sa scolarité, c'est-à-dire de la seconde jusqu'à Master 2. Cet exploit n'est possible que grâce à l'engagement de cette équipe pédagogique hors pair qui montre et démontre qu'il y a encore dans le corps enseignant des personnes pour qui la transmission des savoirs reste une mission sacrée. Cette équipe pédagogique du collège de Kermadec démontre aussi qu'il n'y a pas une fatalité de l'échec et qu'avec de la bonne volonté, un engagement total dans la mission d'éduquer, d'élever ceux qui sont en bas vers le haut, il n'y a pas de mission impossible. Alors la priorité du collège Nestor de Kermadec, c'est de mettre en place tout ce qui est possible pour faire en sorte que nos élèves vivent le mieux ensemble, et c'est la priorité du collège. En fait, c'est assainir le climat de l'établissement et permettre à tous les élèves, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, de vivre dans un cadre agréable, mais aussi de vivre mieux ensemble. C'est-à-dire que la solidarité, la fraternité, les grandes valeurs sont toujours distillées à nos élèves dans tous les cours,
et à tous les moments de la vie scolaire. Et pour cela, le projet d'établissement, le projet vie scolaire donne cette priorité à la maîtrise effectivement de la langue française parce que nos élèves viennent d'origines différentes, mais aussi à permettre à tous ceux qui sont dans ce collège de vivre le mieux possible leur collège et de vivre mieux ensemble. Et c'est ça que nous voulons effectivement, et dans ce microcosme qui est le collège Nestor de Kermadec, pour que nos élèves puissent demain, dans la vie active, pouvoir s'intégrer avec les valeurs de la République, avec les valeurs de l'école, mais aussi avec les valeurs de solidarité. Nous mettons tout en place dans tous les projets de l'établissement. Nous avons cette priorité-là de faire mieux vivre ensemble les élèves. Le collège de Kermadec, un îlot d'espoir, une raison d'espérer pour ces enfants dont le destin aurait été autre sans ces hommes et femmes, sans ces professeurs qui exercent leur métier dans des conditions difficiles, mais qui le font sans état d'âme. Un comportement exemplaire qu'il faut saluer et qu'ils ont en accomplissant leur devoir et qui est une source d'inspiration pour leurs élèves qui eux-mêmes s'appliquent à réussir avec les moyens qui sont les leurs. Nous avons rencontré les élèves de 5e et de 3e de ce collège Nestor de Kermadec pour parler de leur perception de la violence en partant d'un fait divers qui a marqué la population en Guadeloupe à la rentrée 2016, le cas de l'assassinat du lycéen Johan. Avec le recul nécessaire pour laisser tomber l'émotion, nous sommes revenus avec ces élèves sur ce fait tragique, sur ce fait divers tragique, pour comprendre ce qu'ils avaient ressenti, comment ils avaient vécu cet événement tragique et comprendre leur réaction face à la violence, face au phénomène de la violence dans notre société, dont le week-end dernier venait nous en rappeler le côté brutal et tragique. J'ai dit que c'était juste un peu traumatisant pour les personnes qui l'ont vu quand on l'a donné les 7 coups de couteau. Quand vous dites traumatisant, c'est quoi pour vous? Ben, voilà, choquant. Ben, tout le monde a eu peur et c'était un petit peu bouleversant pour tous les élèves et triste aussi à la fois. Voilà. Merci. Euh, Qu'est-ce que vous avez ressenti? En fait, moi, ça m'a un peu blessé de voir comment il est mort pour un téléphone parce que ça peut nous arriver à tous. C'était triste. C'était triste et décevant aussi parce que ça m'a fait un peu de la peine de voir comment sa maman pleurait. Ils l'ont passé au journal, sa soeur aussi. Et la description qu'il faisait, ça me faisait mal de voir comment il est mort. Pour rien. Pour moi, c'était une violence un peu inutile. Moi, je dis que c'était inacceptable. Comment voulez-vous tuer quelqu'un avec 7 coups de couteau pour un wiko? Qu'est-ce que vous pensez de cette violence? En fait, il n'y a pas de sentiment. Vous trouvez ça normal ou pas? Non. Je trouve pas ça normal parce que on vit tout ensemble et on est des humains et on se tue l'un et l'autre et voilà. Je trouve ça incorrect et il faut mobiliser cet acte avec plus de, de policiers sur les routes, des trucs comme ça pour mobiliser ces actes injustes. Tristesse, incompréhension, peur, tels sont les sentiments éprouvés par ces jeunes devant la brutalité des actes de violence. Et avec la série d'homicides survenus ce week-end, et la série d'homicides survenus ce week-end n'est pas fait pour les rassurer. Écoutons leur réaction.
Qu'est-ce que cela vous fait quand vous entendez qu'il y a 7 morts déjà, rien qu'en moins de 3 semaines? Et vous pensez que l'année sera comment? Désastreux. Pour moi, en moins de 3 semaines, s'il y a déjà 7 morts, pour le reste des années, pour moi, ce sera encore pire. Pour moi, cette année, ce sera rempli de sang et de rien d'autre. Hein. Nous leur avons posé une question simple, que nous posons d'ailleurs à tous nos téléspectateurs. Que faire pour arrêter cette violence? Écoutons ce qu'ils nous disent. Déposer les armes. Déposer les armes? Oui, et travailler, sortir de la rue pour les jeunes et c'est tout. C'est ridicule. Pourquoi ne pas vous envoyer à l'école? Ces enfants ont-ils été eux-mêmes témoins des actes de violence? Ont-ils été eux-mêmes quelquefois acteurs involontaires ou volontaires des actes de violence? Les filles sont-elles souvent victimes d'actes de violence de la part de leurs compagnons de cours d'école? Écoutons toutes ces réactions. Oui, moi j'ai vécu un acte de violence. C'était comme si c'était dans la cité et comme s'il y avait 2 personnes qui se disputaient et il y avait un qui a dit « Où était fait moi bah. » C'est comme si l'autre il est rentré chez lui vite, les 2 sont rentrés chez eux. Après ça, ils ont commencé à retirer leur fusil et ils se tiraient dessus. Après ça, la police est venue, tout ça. Dans votre cité? Ouais. Oui, une fois, Vous pouvez nous raconter? je marchais dans la rue. Il y avait 2 personnes qui se combattaient. Ils avaient des armes. Et bien, ils se sont blessés. Après, la police est venue. Moi, j'avais peur, donc je suis sortie chez moi. C'était devant chez vous? Non, C'était dans la rue? oui. Ça vous a fait peur? Merci, ça arrive parce que nous les jeunes, on attend de ça se battre et voilà. Moi, je vais pas laisser personne pour me pied sur moi. Je me défends. Je reste pas comme un tébert. Et pourquoi vous vous battez? Mais si, par exemple, si un voit, par exemple, il te touche, moi, je vais pas laisser les gens me toucher comme ça se fait pas. Tu n'es pas mon parent. Tu n'as pas à me toucher. Te toucher, c'est-à-dire? Te toucher Comme si me taper, quoi, me donner des coups, me frapper, me provoquer, voilà. Est-ce que vous allez vous battre parce que vous avez une discussion un peu où le ton s'élève un peu? Ça va être ça? Non, c'est pas comme ça se fait. C'est des, comment dire, pour les jeunes, c'est là au scène, des trucs comme ça, on dit. Un harcèlement, c'est ça? Là au scène, c'est comme si C'est quoi l'harcèlement? des problèmes, quoi. Il dit des trucs, ça, après ça commence comme ça la plupart du temps. D'accord. Les femmes sont souvent les plus grandes victimes de la violence. Non. Le plus Les souvent. femmes comme les hommes. Je vais parler. Oui, parce qu'il y a des garçons qui se croient plus que les filles. Oui. Oui, c'est pour ça. Et elles vous agressent, quoi. Oui, ils pensent qu'ils sont supérieurs à nous. Comme si on ne peut pas faire les mêmes choses. Non. Ah oui? Oui. Donc vous voyez souvent des agressions de la part des garçons. Oui, c'est ça. Les élèves de ce collège de Kermadec sont d'origines diverses. Ils sont dominicains d'origine, ils sont dominicains d'origine, ils sont haïtiens, ils sont aussi guadeloupéens. Ce melting pot
pose le problème du vécu au quotidien, du vivre ensemble. Voyons comment cette diversité fait face à la réalité. Je vous écoute. Si nous respectons, ils respectent aussi. S'ils vous respectent, vous les respectez. Pourquoi vous conditionnez votre respect au respect de l'autre? Parce qu'il y a des racistes. Parce qu'il y a des racistes. Oui, il y a des racistes entre nous aussi. Ah. Et comment ça se manifeste, ça, ce racisme-là? Ben, on commence à nous juger. Et ouais, en fait, ils nous critiquent aussi. Donc, nous, on n'aime pas ça. En fait, il n'y a pas forcément des actes de racisme, mais comme s'il y a des fois, ça parle et ça dit des choses n'importe quoi. C'est comme si on ne va pas les respecter, mais quand ils vont commencer à respecter, on va vraiment parler pour eux, quoi. C'est qui ils? Les autres. Les autres qui? Ceux qui arrivent d'autres d'autres pays, des trucs comme ça. Entre nous, on se respecte, on peut juste faire des petits jeux où on s'injure, mais c'est pour quelques instants parce qu'après, on s'excuse et on redevient amis comme d'habitude. Et vu que ça fait aussi plusieurs années qu'on se connaît, qu'on est amis, on se connaît tous, donc après, on ne va pas s'injouer pour des trucs inutiles. On peut faire des petits jeux, on peut s'injouer pour juste à manger, c'est tout comme ça. Mais après, on rigole entre nous. Hein. Nous avons posé la question suivante aux élèves de ce collège. Que voulait dire pour eux la devise de la République? Liberté, égalité, fraternité. Écoutons-les. Ça veut dire quoi? Liberté, égalité, fraternité. On est libre et égaux. Oui, et fraternité veut dire quoi? On est tous frères et sœurs et on doit s'aimer, partager et tout. Qu'est-ce que vous et elle partagez dans la République? On aide les autres. Qu'est-ce que nous partageons ensemble? Notre savoir. Notre savoir? La Guadeloupe. La Guadeloupe. Déjà? Là? Mais tu vois pas qu'on est tous ensemble? Nous partageons? Qu'est-ce que nous partageons ensemble? Notre culture. Notre culture. Quoi d'autre? Les différentes traditions. Les différentes traditions. Notre quotidien. Notre environnement. Notre environnement. Notre environnement. Le bien-être. Le bien-être. Et surtout notre amitié. Qu'est-ce que ça veut dire? Être libre. Aller là où on veut sans que personne nous retienne. Maintenant, l'égalité. C'est quoi l'égalité pour vous? Il n'y a aucune différence entre nous. Aucune différence entre nous. Oui, malgré les origines. Malgré les origines, il n'y a aucune différence entre nous. On a tous les mêmes droits. On a tous les mêmes droits. Les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs. Quelles sont ces valeurs? Le vote. Le vote. Le droit de voter. Le droit de voter. Les impôts. On est égal devant l'impôt, c'est vrai. Pour moi, l'égalité, c'est qu'on est tous pareils. C'est pas parce qu'on a une peau blanche ou une peau noire qu'on est différent. On est tous pareils, on a les mêmes droits, les mêmes valeurs, les mêmes sentiments, on a tout pareil. Très bien. Oui, mademoiselle. Qu'est-ce que c'est que la fraternité? Moi, je pense que la fraternité, ça veut dire qu'on vient tous du même endroit. On vient du ventre de notre maman. Oui. Pour moi, fraternel, ça veut dire que on est tous frères. On peut avoir de la famille très éloignée sans le savoir. Et qu'on ne va pas se critiquer pour des trucs inutiles parce que celui-là a des plus beaux cheveux que l'autre, celui-là est plus gros, celui-là est plus mince, celui-là est plus... Ouais, c'est bon. Ben, ça veut dire être frères tous ensemble, réunis. Être frères tous ensemble, c'est ça?
Quel est le sentiment qu'on peut éprouver lorsqu'on est rejeté à cause de sa différence, à cause de la différence de ses origines? Écoutons le point de vue d'une de ses élèves qui est assez intéressant. Quand on te traite de Santo Domingo, est-ce que ça te... Qu'est-ce que ça te fait? C'est pas une insulte en tant que telle. Oui, je sais. On se sent très mal. Vous vous sentez mal? Oui. Et Yermi? Non. Nous avons abordé avec ces élèves leur perception des médias dans la couverture des faits de violence par ceux-ci. Les médias traditionnels, c'est-à-dire la radio, la télévision et la presse écrite. Bien sûr, nous avons abordé la question des réseaux sociaux. On a parlé dans les années 60 des enfants de la télé. Les années 60 furent les années où la télé s'introduit et s'implante dans les foyers. Aujourd'hui, on pourrait parler des enfants des réseaux sociaux parce que ces enfants ont pour source essentielle d'information les réseaux sociaux. La révolution numérique, Internet, a bouleversé complètement le rapport aux médias, le rapport à l'information pour ces enfants dont la seule source, la source essentielle pour eux d'information reste les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp et autres. Nous avons voulu d'abord savoir ce qu'ils entendaient par médias. Écoutez leur réponse qui ne manque pas d'originalité. Ça veut dire les chaussettes. Les médias? Oui, en espagnol. Il y a plusieurs types de médias. Il y a les médias, il y a les vidéos. Il y a les médias. Les vidéos, la télé, l'ordinateur, les vidéos, la radio, les trucs comme ça. Et il y a aussi un autre média qui s'appelle les médias presse écrite. Le journal. Voilà, le journal. La presse écrite, France Antilles par exemple. D'accord? À la question de savoir si les médias parlaient beaucoup ou pas assez des faits de violence, écoutons les réponses qui sont les leurs. Le plus souvent, selon moi, c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on peut savoir ce qui s'est passé quand quelqu'un meurt parce que le journal prend trop de temps pour diffuser quelque chose. Il faut attendre le choix. C'est pas direct. Ah, c'est pas direct? Ouais. Non. Et la télé publie plus de posters pour dire d'arrêter la violence. Voilà. C'est pas les faibles. C'est qu'ils font. Le signe inférieur. Ils disent pas vraiment ce qui s'est passé, ils inventent des trucs. Ils disent pas ce qui s'est passé. Voilà. Enfin, ils disent pas vraiment ce qui s'est passé. Alors que sur Facebook, etc., ils expliquent plus en détail. Qu'est-ce qui explique plus en détail? Les témoins qui étaient là, ils expliquent plus. Parce que quand les journalistes vont, si c'est pas quelque chose de vraiment intéressant, qui n'a pas de sens, ce truc-là, ça, ils le passent pas à la télé. Ils font un flash comme ça. Voilà, ils font un flash ou sinon, ils essayent d'inventer comme si c'est une histoire qu'ils racontent pour que ça devienne un peu plus dramatique. Et quand il y a des témoins qui racontent, ils racontent vraiment ce qui s'est passé avec leurs faits. Vous pensez donc que les réseaux sociaux parlent plus des phénomènes de violence que les journaux, les médias traditionnels? Selon mon opinion, c'est oui. Et en plus, on est plus souvent à la page sur les réseaux, comme WhatsApp. À la page, quoi. On est à la page à chaque fois, comme si comment tourne les pages, on est à la page. Voilà. À peine 2 minutes. Comme l'effet de ce qui s'est passé hier soir, eh ben, à peine 2 minutes après, on a déjà eu un audio pour savoir qu'ils ont tué quelqu'un et la personne est partie. Contrairement sur le journal, il faudrait attendre le lendemain matin ou plus tard dans la soirée. Voilà. Donc, vous estimez que les réseaux sociaux, c'est plus immédiat? Oui,
Mais est-ce que tout ce qui passe sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est la vérité? Le plus souvent, des fois non, parce qu'il y a des gens qui évoquent quelque chose qui s'est passé. Peut-être que la personne est tombée, elle saigne, ils peuvent raconter que la personne a reçu des coups de couteau, qui s'est fait braquer. Comme le truc qui s'est passé devant le collège Carnot, il y a un gars qui ont piqué. Ils ont piqué, et après ça, il est retourné dans son collège, dans le lycée, ils ont envoyé des messages sur WhatsApp et ils ont dit qu'il y avait plein de gens couchés par terre devant le collège Carnot, tout ça. Et c'était pas vrai? Non, c'était pas vrai. C'était une personne, quand elle sortait du lycée, il l'a piqué et après son premier réflexe c'était de courir directement dans le lycée. Mais après, ils ont envoyé un message à ma tati pour lui dire que il y a plein de gens couchés. Après ça, ils ont envoyé un message à ma tati pour lui dire que il y a plein de gens qui étaient couchés devant son lycée, c'était pas vrai. Est-ce que vous croyez plus aux informations qui passent sur les réseaux sociaux qu'aux informations qui passent sur les médias? Elle a dit oui. Pour vous, la vérité, c'est où? Pour moi, c'est entre les deux. Pour le voir, pour le croire, normalement. Mais Comme si sur les médias, ils nous montrent les photos. Des fois, ils nous montrent les photos de quand ça s'est passé et où. Et or que sur le journal, ils ne nous montrent pas ça, ils le montrent un peu flou pour qu'on puisse pas bien voir. Vous préférez avoir des images crues de quelqu'un par terre? Sur la télé, on ne nous montre pas le visage de la personne par terre. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui a été tué et on nous montre juste le sachet blanc. Contrairement sur Internet, on va nous montrer sa photo, on va dire où est-ce qu'il vivait, tout. On va tout donner en détail. Et sur la télé, non. Ils vont donner longtemps après. Et ça vous intéresse ça? Oui, beaucoup. De connaître, de voir le visage? Oui. Ça vous choque pas? Oui, mais des fois... Laisse-la parler. Oui, mais des fois, c'est un peu... Ça choque parce qu'on ne sait pas si la famille de la personne ne voulait pas voir le visage de sa famille tourner sur les réseaux alors qu'il est mort. Il y a un truc aussi. Il y a un autre truc aussi, par exemple, comme si on peut te montrer les vidéos et parfois les vidéos ça peut être importantes. Pourquoi? Parce que il peut avoir le visage de l'agresseur ou du criminel. Et ça donne, voilà, et ça donne plus d'informations pour trouver le criminel. C'était comme la vidéo, la photo, la vidéo que le jeune là, qui avait pris 7 coups de couteau. On a vu la photo de l'agresseur, donc on savait que c'était lui. Et en plus, il y avait d'autres victimes à côté, donc il ne pouvait pas dire que c'était pas lui. En fait, ce qu'on essaie de dire, c'est que dans le journal, on n'aborde pas vraiment les termes, comme si les faits, tout ça. On a plus ça sur WhatsApp, comme ça pour les jeunes. Voilà. On veut voir le visage. On veut voir vraiment le détail. Moi, je crois ni aux réseaux sociaux, ni au journal, ni au rien. Parce que moi, j'ai dit que la vérité est que sur les témoins. Une jeunesse qui célèbre la réactivité des réseaux sociaux et quitte à s'accommoder d'une vérité relative transmise par celle-ci. Une jeunesse où finalement le choc des photos et de l'image pèse bien plus lourd que le poids des mots. Les parents contrôlent-ils ce que leurs enfants regardent à la télévision? Vous écouterez leur réaction assez surprenante sur cette question. Une des réponses de ces enfants est celle-ci. On est né dans la violence. Elle nous interpelle, cette réponse. On a comme l'impression d'une certaine banalité de la violence dans leur quotidien. Se pose aussi la question de la transgression qui est liée à cet âge.
et de la responsabilité des parents sur le contrôle des images, sur le contrôle de ce que regardent leurs enfants à la télévision. Est-ce que c'est une bonne chose que de parler de la violence dans les journaux, dans la presse écrite, la télévision, la radio? Est-ce que c'est une bonne chose d'en parler? Oui, mais quand nous on voit ça, nous on fait que changer de chaîne, on ne s'attarde pas sur ça. Et je pense que c'est tout le monde fait ça, personne ne va s'attarder sur ça, regarder. Voilà. C'est plus c'est là, et voilà. Ça change rien. Ils ont beau faire des films ou bien des séries, des documentaires sur la violence, mais ça n'a pas changé. La violence a toujours été là. Donc c'est pas en faisant des choses que la violence va s'arrêter ni diminuer, parce que j'ai l'impression que plus ils font des documentaires sur ça, plus ça évolue. Ça n'a pas changé. Et il y a des films aussi, ils montrent comment voler, braquer des voitures, des banques, des trucs comme ça. Et des fois, c'est sur ça, sur ces films-là, ça qu'ils prennent exemple pour aller faire d'autres trucs. Est-ce que vous pensez que, en montrant des images de violence à la télévision, dans les films, dans les clips musicaux, ça peut inciter à commettre des actes de violence? Oui. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a certains qui ne savent pas vraiment comment voler, braquer. Et il y a des films que ça les incite à braquer, ça les montre comment faire. Parce que le plus souvent, les gens, quand ils font les documentaires, ils expliquent, par exemple, ils montrent un jeune qui était bien après, comment ça braquer. Après, les autres, quand ils regardent, ça les incite à voler. Ils veulent essayer. Et quand tu es plus petit, tu as à peine 6 ou 7 ans, tu vois des trucs comme ça change ton avenir. Hein? Oui, ça incite parce que une fois, il y a un jeune garçon qui jouait à Call of Duty tout le temps et après un jour, il a décidé de faire un attentat. Il avait armé toute une grande salle de C4 et après, là, un moment, la police est rentrée, mais il y a eu plusieurs policiers qui sont morts et après, ils ont fini par tuer le gars. Est-ce que des images de violence à la télévision ou dans les journaux ou sur les réseaux sociaux peuvent inciter à commettre des actes de violence? Oui. Pourquoi? Ce qui se passe, c'est qu'il y a des enfants qui sont trop curieux. Ils veulent essayer les choses qu'ils voient. Ils veulent essayer des choses. Oui, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça qu'on dit que la curiosité a tué les chats. C'est pour ça. C'est comme ça. Si quelqu'un voit à la télé qu'on est en train de tuer une autre personne, tu vas vouloir essayer. Tout le monde est comme ça. Tout le monde. Oui. Sauf moi. Par exemple, tu veux essayer quelque chose avec les coca, tu mets du soda. Si tu vois ça, tu veux déjà essayer. Oui, mais en même temps, pas forcément parce que ça dépend de la violence déjà pour un. Et aussi, des fois, c'est pas la faute de la personne aussi. Hein. Ça arrive. Est-ce que vos parents, chez vous, vous interdisent de regarder les émissions à la télévision où c'est écrit interdit moins de 16 ans, etc. etc. Mais non, allez-y. En fait, c'est que les parents, ils sont pas vraiment intéressés à regarder quel film on regarde, des choses comme ça. Ils vous laissent regarder ce que vous voulez? Merci. Pas tous les fois. La plupart. Le seul moyen, si mes parents me disent de ne pas regarder un truc. Le seul moyen, si mes parents me disent de ne pas regarder un truc décorsé au moins de 16 ans, c'est s'il y a mes soeurs devant la télé. Mais sinon, elles me laissent regarder. Ben, des fois, ils nous interdisent. Parce que il y a mes soeurs et aussi, des fois, c'est un peu violent. Mais comme on a le code aussi, quand elles tournent son dos
on fait comme mettre le code sur la télé, après on regarde. Après on change. Ouais, ça dépend du film. Parce que si comme si tu regardes le film, il n'y a pas d'action, c'est nul. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'action, tu vois. Voilà, tu vois. Un film n'est bien que s'il y a de l'action. Mais oui, voilà, oui. Oui. Voilà. C'est la vie. Tu parles? On est pour là. On est d'histoire. Donc c'est un quartier où tu es. Est-ce que lorsque vos parents vous interdisent, par exemple, de regarder une émission précise, est-ce que vous pouvez aller regarder ces émissions sur votre smartphone dans votre chambre? Oui. Monsieur, oui, j'ai pas regardé parce que le fait que ma amie voit la télé sur la télé, moi je suis dans ma chambre et j'ai mon écouteur et je fais ma porte, elle ne m'entend pas. Ben, c'est le regarde, on va en cachette et on se cache peut-être sous la table pour regarder avec elle. Mais c'est vrai, ça sert à rien. Parce que quand nous sommes tous de pas regarder ce film, on se lève, on fait comme si on dort, on va en cachette vite, on se cache pour regarder le film. Pour moi, oui, je le fais comme je veux. Hein. On m'a dit comme je veux, je n'ai rien. On me dit rien. Ça me dit rien. Ça me dit rien, je regarde comme je veux. Ouais. Des fois, je suis devant ma maman, me dit rien. Tout. Pas fou pour garder n'importe qui bite non plus. Tout sauf tout, quoi. On peut regarder ces bites là, on va passer. Ensuite, nous leur avons posé la question sur le rôle informatif et le rôle éducatif que devrait être celui des médias. Écoutons leur réponse. Moi, je pense qu'il a raison que les médias ne disent pas beaucoup sur la violence. Ils disent 1, 2, 3, enfin plusieurs trucs de violence et après ça, ils passent sur un autre sujet. Je trouve qu'ils n'en parlent pas beaucoup parce que c'est seulement quand il y a des faits qui se font que c'est là qu'ils réagissent, qu'ils disent qu'on aurait dû faire ça. Ils ne parlent pas. Mais lorsqu'il n'y a rien qui se passe, ils disent jamais, ils ne s'informent jamais les autres. Ils font jamais attention sur ces sujets. Est-ce que vous pensez que les médias peuvent jouer un rôle d'éducation sur ces questions de la violence, c'est-à-dire éduquer le public sur les problèmes de violence? Quand ils vont parler beaucoup de ça, les gens vont dire que oui, ils parlent que de ça. Et quand ils vont rien faire, les gens vont dire ah oui, mais vous aurez dû. Et sinon, ils ne vont jamais rien. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'après vous? Je sais pas. Parce que dans les deux cas, les gens vont toujours dire c'est de leur faute, ils ne parlent pas assez. Ils sont toujours pas contents. De côté, quand il y a quelque chose qui s'est passé et que ce n'est pas trop grave, le plus souvent, ils racontent rien. Pour moi, j'ai l'impression qu'ils sont même complices avec les gens qui ont parlé, qui ont tué les gens. Hein. En fait, c'est mon opinion à moi. Hein. Vous pensez que les médias sont complices avec... Avec quoi? Avec quoi? Ils sont complices de quoi? J'ai l'impression qu'ils sont complices parce qu'ils ne racontent pas vraiment ce qui s'est passé dans les moindres détails. Ah. Pour moi, je trouve qu'ils ont assez fait. Parce qu'ils l'ont vraiment rendu hommage, pour moi. Je trouve que, comment ça s'appelle, là, ils ont parlé un moment, ils s'arrêtent. Après, lorsque notre fait va recommencer, ils vont recommencer, mais ils ne restent jamais sur le sujet. C'est vite fait, en fait. Et après, ils disent que la violence, la jeunesse et tout sont toujours violents. Mais, comment ça s'appelle, ils ne parlent jamais assez. Ils parlent seulement quand il y a des choses qui se sont faites. Après le reste, ils parlent de choses que peut-être que personne ne va écouter. Ils vont s'occuper d'autres choses, mais jamais la violence. Moi, je m'informe sur les groupes WhatsApp parce que je ne regarde pas tous les infos.
Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, je vais sur WhatsApp. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la violence baisse dans notre société? On ne peut pas vraiment faire grand-chose. Hein. Parce que pour moi, même si on fait plein de trucs, des vidéos, des posters, pour que les jeunes arrêtent de faire de la violence, des clips, tout ça, ça ne sert à rien parce qu'on n'est pas dans la tête de la personne. Je ne sais pas si quelqu'un menace la personne exprès pour qu'elle fasse ce qu'elle veut faire, tuer les gens, mais c'est la personne qui veut commettre ces meurtres. On ne peut pas les aider. Hein. Moi, je pense que quand un va s'arrêter, va être sensibilisé, un autre va recommencer, ou plusieurs vont recommencer à sa place. Alors, quand il y a un qui s'arrête, plusieurs. C'est comme une chaise. On n'arrête qu'un seul, mais on n'arrive jamais à arrêter tout en même temps. Et derrière celui qu'on a arrêté, il y en a plusieurs qui vont recommencer. Rester chez soi. Non, rester chez soi, les voleurs, il faut qu'ils restent chez soi, chercher un travail. Chercher un travail. Oui. Il faut donner de l'aide psychologique. Il faut donner de l'aide psychologique. De l'aide psychologique. Oui. À qui? Aux voleurs. Aux délinquants. Oui. Est-ce que, en appliquant la devise dont vous avez parlé tout à l'heure, liberté, égalité, fraternité au quotidien, on ne pourrait pas faire baisser la tension? Peut-être oui et peut-être non. Parce que même si on dit liberté, égalité, fraternité, c'est pas tout le monde qui peut suivre cette loi et ce règlement. Et pourquoi? Parce que le plus souvent, les gens qui font des meurtres, c'est plus des gens qui ont des difficultés, qui ont subi des difficultés sociales, des difficultés dans leurs relations sociales avec d'autres personnes, qui sont soumis à des critiques, qui n'ont peut-être pas de travail, qui sont dans la rue, qui ont des difficultés. C'est plus ces gens-là qui se volent, qui vont décider à aller voler pour trouver de l'argent. Si l'État ne nous donne pas d'aide, parce qu'ils n'ont pas de papier, ils essaient de trouver un moyen. Parce que le plus souvent, quand on les critique, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête pour qu'ils fassent ça. Le plus souvent, ils peuvent tuer quelqu'un, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, s'il n'a pas une famille à nourrir ou des trucs comme ça. Le plus souvent, si on essayait à aider les gens qui sont en difficulté, pour moi, ça pourrait peut-être essayer à faire diminuer la violence au lieu de faire toutes ces vidéos, manifestations. Parce qu'il y a des gens, ça ne va pas vraiment rentrer dans leur tête, ça va rentrer une oreille, ça va sortir de l'autre et après, ça va encore aggraver. Pour moi, il faudrait peut-être mieux aider les gens qui sont en difficulté. Au lieu après ça qu'ils essaient à violer les parents qu'on voit dans la rue, qui demandent tout le temps aux gens à manger. Essayer peut-être à les aider à créer des organisations. Nous avons demandé au professeur grâce auquel cette émission a été faite de nous donner son sentiment sur la prestation de ses élèves au cours de cette émission. Écoutons ce qu'elle a à nous dire. Ils ont été très réservés quand même par rapport à leur expression habituelle en classe où ils sont plus mobiles et un petit peu plus bruyants. Mais ils ont fait des interventions très pertinentes et ils ont un rapport aux choses et au monde qui est plein de sensibilité et qui laisse augurer de bonnes choses. Et ils n'ont pas beaucoup l'habitude de s'exprimer. Enfin, ils jouent, ils se disputent, on leur demande d'apprendre des choses, mais le travail d'expression est quelque chose qui est difficile pour eux. Et il y a quand même d'élèves là que je sens très brillants, parce qu'on voit qu'ils construisent leurs phrases, ils expriment leurs idées, et ils ont une facilité de locution formidable. 2 ou 3 que nous avons remarqués qui sont formidables. Ah, tout à fait. Il y a quelques élèves exceptionnels. Nous avons eu des élèves qui ont eu des résultats extrêmement brillants et qui continuent une très belle scolarité. Et là, il y a quelques élèves qui vont rentrer dans des parcours d'excellence, puisque nous sommes très axés sur ce travail. Monsieur Lupeaud, le collège Nestor de Kermadec se trouve-t-il dans une zone prioritaire d'enseignement? Bien entendu, le collège Nestor de Kermadec est en zone d'éducation prioritaire renforcée. C'est-à-dire que nous avons, en plus d'être en REP, c'est-à-dire en éducation prioritaire, nous avons en fait
plus ou moins des difficultés sociales, des difficultés scolaires à gérer. Ce sont les raisons pour lesquelles nous sommes effectivement en REP+, c'est-à-dire en REP renforcé. Et nos élèves sont des élèves du réseau, d'un grand réseau. Ça va de la maternelle au collège. Et nous sommes, disons, dans un établissement où les priorités sont la maîtrise de la langue, vaincre l'innumérisme, c'est-à-dire renforcer la maîtrise des mathématiques, mais surtout nous mettons l'accent sur la maîtrise de la langue et nous sommes véritablement dans ce... Y a-t-il des moyens supplémentaires qui sont accordés au collège pour accomplir cette mission qui vous est dédiée? Oui, c'est vrai que... Quels sont ces moyens? Les moyens, ce sont des moyens humains pour la plupart. Nous avons, disons, une dotation horaire renforcée pour pouvoir mettre en place des groupes de compétences, de faire travailler les élèves par petits groupes, favoriser un apprentissage presque personnalisé, individualisé. Et les résultats? Et les résultats sont là. C'est vrai que depuis 3 années, nous avons un taux de réussite qui... Au brevet? Au brevet. Par exemple? Dans une salle de classe, quelle est... Disons, alors je dirais que pour la série professionnelle, nous sommes à 74%. Pour la série générale, nous sommes à 60%. Et nous avons maintenant un taux d'orientation vers les classes de seconde qui reste quand même très convenable. Ce sont des salles de classe de combien d'élèves par classe? Nous avons pratiquement 24 élèves par classe. 24 élèves par classe. 24 élèves, voire 25 élèves par classe. Faut-il se résigner au constat fait par un de ses élèves au cours de cette émission qui disait « Nous sommes nés dans la violence ». Un constat qui voulait dire « Nous y sommes habitués, c'est notre quotidien ». En somme, une violence perçue non pas comme un acte extraordinaire qui viendrait mettre en cause le mode de vivre paisible, mais comme un acte banal qui fait partie de leur quotidien. Et pourtant, la violence n'est pas un acte banal. Non, ce n'est pas un acte banal. Il ne faut pas s'accommoder de la banalité de la violence. Elle est encore moins une fatalité contre laquelle on ne pourrait rien faire. Au contraire, nous pouvons agir. Nous pouvons agir en tant que père de famille lorsque nous contrôlons l'accès de nos enfants à des émissions de télévision comportant des images de violence. Nous pouvons agir en expliquant aux enfants le contexte dans lequel les images de violence à la télévision sont tournées. Nous pouvons agir en expliquant à nos enfants le sens des images qui ne reflètent pas toujours la réalité qu'elles sont censées présenter. Nous pouvons agir en tant que parents en expliquant à nos enfants que les images virtuelles de leurs jeux vidéo ne reflètent pas et n'est pas la réalité. Nous pouvons agir auprès de nos enfants en leur apprenant le sens critique des images et que toutes les images véhiculées dans les réseaux sociaux ne reflètent pas automatiquement la vérité. C'est ce que l'équipe pédagogique du collège Nestor de Kermadec essaye de transmettre à ses enfants. Cette équipe pédagogique essaye autant que possible d'amener ses enfants vers un vivre ensemble apaisé. Une manière d'être dans la société, de s'y intégrer, qui s'accorde aux valeurs qui fondent notre République. Et ces hommes et ces femmes de cette équipe pédagogique le font avec courage, persévérance et intégrité. Nous les saluons. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission avec nous. Nous reviendrons la semaine prochaine, même heure, même chaîne, avec une nouvelle émission de Radiotélescopie de la Guadeloupe qui portera sur violence et médias, comment en parler autrement. Ne ratez sous aucun prétexte cette émission vendredi prochain, 20h, sur ETV. ETV, c'est vous-même. Bonne soirée. Okay.